Donc bonjour et bienvenue à ce topo NPA sur l'impérialisme états-unien au Moyen-Orient. Donc le but aujourd'hui, c'est un peu de revenir sur ce qui se passe au Moyen-Orient depuis les années 2000. Donc on pourrait légitimement se poser la question de pourquoi parler encore du Moyen-Orient. Je pense que ça vous aura pas échappé, mais en fin novembre 2024, il y a le régime syrien qui est tombé en à peine une semaine. C'était entre novembre et décembre. En août 2023, le Liban il a connu une immense explosion qui a provoqué des colères populaires dans la rue. Et si on remonte un peu plus loin encore, en 2011, il y a un vaste mouvement de révolte qui a embrasé le Maghreb et le Moyen-Orient qu'on appelle communément les printemps arabes. En réalité, qui sont plus les révolutions arabes qu'on devrait appeler. Et en fait, cette région, c'est pas une région qui est nouvelle, en fait, où on en parle depuis très longtemps. Déjà en 1910-1913, il y avait ce qu'on appelait la question d'Orient et de comment les impérialistes ils allaient se partager la région. Alors, on va pas revenir jusque-là, mais c'est pour comprendre que c'est une région qui est stratégique depuis assez longtemps en réalité. D'ailleurs, fun fact, on pensait que la Première Guerre mondiale allait se déclencher au Moyen-Orient à cette époque-là. Bon, à manque de bol, ils n'ont pas anticipé que ce serait un autre endroit. Donc le Moyen-Orient depuis longtemps, en fait, c'est un enjeu important et donc c'est pourquoi on pensait aujourd'hui que c'était important de revenir pour comprendre tous les enjeux que représente cette région et quelles perspectives pour la classe ouvrière là-bas. Voilà, on va faire une petite introduction de environ 3 quarts d'heure et puis après on laissera la place au débat. Donc si depuis longtemps on entend parler du Moyen-Orient, c'est parce que les capitalistes de la planète, ils ont bien compris tout l'intérêt de la région. D'une part, c'est un carrefour stratégique. C'est à la croisée entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc là, on a une petite carte un peu qui montre où est le Moyen-Orient et quels sont les pays un peu concernés. Parce que je ne suis pas sûr qu'on soit toutes et tous bons en géographie. J'ai un peu appris moi-même où certains pays étaient. Donc c'est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, mais aussi, car très intéressant, c'est un carrefour entre la mer Méditerranée et l'océan Indien. Ça permet aux bateaux de permettre de faire de la transaction de marchandises entre l'Europe et l'Asie sans avoir à contourner l'Afrique ou avoir une rupture de charge entre l'Europe et l'Asie. Donc, de plus, le Moyen-Orient, c'est un endroit stratégique pour les ressources. On pense bien entendu en premier au pétrole. Il se trouve dans 5 États principalement. Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Irak et l'Iran. En fait, le Moyen-Orient, c'est un peu la réserve la plus importante de pétrole, comme on peut le voir sur cette carte. On peut commencer par regarder cette carte-là. Donc en 2004, parce que la carte date de 2004, j'ai pas trouvé une carte plus récente. En 2004, la masse de pétrole que décontenait le Moyen-Orient était d'environ 100 milliards de tonnes. A contrario, donc le continent américain, dans son entièreté, ne représentait que 20 milliards de tonnes. En 2011, le Moyen-Orient représentait 54% du pétrole mondial. Et c'est au niveau de 2 principaux pays que sont les ressources. Donc c'est l'Arabie Saoudite avec 20%, l'Iran avec 10%, viennent derrière l'Irak et le Koweït avec respectivement 8 et 7%. En plus du pétrole dans la région, on a aussi pas mal de gaz naturel qui sont assez importants pour les capitalistes dans la région. Officiellement, le Moyen-Orient ne représente qu'à peine 10% de la production mondiale de gaz naturel. Cependant, depuis les années 80, la découverte de nouveaux gisements ne fait qu'augmenter. C'est au Moyen-Orient que l'augmentation est la plus forte. Sur le graphique qu'on voit ici, qui est beaucoup trop grand. Désolé. Mais en gros, on voit que le Moyen-Orient et la région, en fait, on découvre de plus en plus de gisements. A contrario, les États-Unis, eux, ont de moins en moins en fait, de ressources qu'ils découvrent. Ce qui fait que la région devient stratégique pour les États-Unis parce qu'ils ont une demande en gaz qui est de plus en plus exponentielle. Mais on pourrait se dire, c'est bien joli, il y a beaucoup de ressources là-bas, mais à quoi ça sert en réalité ? Pour le comprendre, je pense qu'il faut revenir à ce bon vieux Lénine et à son incroyable écrit « Impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Dans ce livre, il explique que c'est l'impérialisme et ce qu'est l'impérialisme et qu'en réalité c'est un capitalisme qui ne dit pas son nom. Même si le bouquin est écrit en 1916, les analyses qui sont faites aujourd'hui sont toujours autant d'actualité, car on est toujours au stade de l'impérialisme aujourd'hui. Ainsi, voici un peu ce qu'il raconte sur les ressources naturelles. Ce qui caractérise notamment, donc je cite Lénine. Ce qui caractérise notamment le capitalisme actuel, c'est la domination de groupes monopolistiques constitués par de plus gros entrepreneurs. Ces monopoles sont surtout solides lorsqu'ils accaparent dans leurs seules mains toutes les ressources de matière brute. Et nous avons vu avec quelle ardeur les groupements capitalistes internationaux tendent leurs efforts pour arracher à l'adversaire toute possibilité de concurrence, pour accaparer par exemple les gisements de pétrole, de fer, etc.
Plus le capitalisme est développé, plus le manque de matières premières se fait sentir, plus la concurrence et la recherche des sources de matières premières dans le monde entier sont acharnées. Le capital financier ne s'intéresse pas uniquement aux sources de matières premières déjà connues, il se préoccupe aussi des sources possibles, car de nos jours, la technique se développe avec une rapidité incroyable et des territoires aujourd'hui inutilisables peuvent être rendus utilisables demain par de nouveaux procédés, par l'investissement de capitaux importants. Cette guerre que les États impérialistes se mènent, donc là c'est la fin de lignes, cette guerre que les États impérialistes se mènent pour les ressources naturelles est accentuée par le fait que ces dites ressources se retrouvent dans des États qui sont assez faibles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité d'exploiter de façon la plus optimale ces ressources par eux-mêmes. C'est pourquoi les États impérialistes interviennent pour officiellement les aider. On pensera aux États-Unis qui apportent la démocratie un peu dans le monde, un peu partout dans le monde, et en fait ils aident à les exploiter. Bon bah cependant on le sait bien, le but est bien plus de faire en sorte de maximiser leurs profits que pour réellement aider ces pays. Si on prend par exemple le GNL, donc le gaz naturel liquéfié dont on parlait avant, ce sont des gaz qui rapportent assez gros mais qui ont aussi besoin d'énormes investissements pour se mettre en place. Or, ce sont les pays impérialistes qui disposent de cet argent. Investir en masse et prêter de l'argent à ces pays pour exploiter, c'est se garantir les meilleurs prix d'achat tout en plaçant les pays sous une forme de dépendance économique, ce qui fait qu'ils ont très peu de contre-jeux pour s'opposer aux impérialistes. Le fait que le Moyen-Orient aussi soit une région stratégique se voit à travers les diverses interventions des États-Unis sur ce territoire aussi. Cela se fait bien souvent à travers... 1, 2, 3. Cela se fait bien souvent au travers de guerres impérialistes. On va prendre pour exemple les différentes guerres qu'il y a eu dans le Golfe. Donc si on reprend, c'est un peu la zone autour de l'Arabie Saoudite, entre les années 1990 et 2011. Ce sont des guerres qui sont purement et simplement des guerres de conquête pour les ressources. Donc tout prend racine dans la guerre entre l'Irak et Saddam Hussein en Iran entre 1980 et 1988. Pour faire cette guerre, Hussein il a eu besoin d'emprunter beaucoup d'argent à puissance occidentale. Ce qui fait qu'une fois que la guerre est finie, on ne peut pas vraiment dire qui a gagné, c'est plus statu quo balle au centre. Et il faut bien que Hussein il puisse rembourser les dettes. Et c'est à ce moment-là que ça devient un peu compliqué pour lui. Du coup, il espère bien que les prix élevés du pétrole lui permettront de renflouer ses caisses. Sauf que face à lui, on a l'Arabie Saoudite et le Koweït qui refusent des compromis avec Saddam Hussein et l'Irak pour s'entendre sur le pétrole. Du coup, ce que lui il se dit, c'est qu'il se dit on va aller faire la guerre au Koweït. Ce qui n'est pas totalement aberrant en réalité parce que le Koweït en fait dispose d'énormément de pétrole. Donc, avant de déclarer la guerre au Koweït, il y a les impérialistes qui disent oulala, ça devient un peu chaud pour nous, on va quand même essayer de raisonner l'Irak. Bon manque de beau pour eux, ils n'ont pas réussi à raisonner l'Irak, et du coup ils déclarent un ultimatum. Ça fonctionne pas, du coup l'Irak envahit le Koweït en à peine 48 heures. Du coup, les États-Unis, avec tout le temps derrière eux, envoyaient des troupes en Arabie Saoudite. En l'espace de 2 mois, c'est 950 000 soldats qui débarquent. C'est 550 000 soldats qui débarquent. Non, 950 000, dont 550 000 États-Uniens dans la région. Donc on voit bien que les États-Unis sont vraiment à la tête de ce truc-là pour aller mater l'Irak en réalité. Donc l'Irak libère le Koweït, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Surtout, ils libèrent surtout le pétrole au Koweït, qui est vraiment le but principal des États-Unis. Parce que les États-Unis ne sont pas allés là-bas pour défendre ce pauvre peuple koweïtien, mais plutôt pour défendre leurs intérêts en pétrole. En effet, l'Irak, c'est 100 milliards de barils, le Koweït, c'en est 95 milliards, et s'ils avaient poussé jusqu'à l'Arabie Saoudite, qui aurait très bien pu se faire en fait, l'Irak aurait contrôlé quasiment la quasi-totalité du pétrole au Moyen-Orient et aurait pu imposer ses prix aux États-Unis. Et quand je vous ai dit il y a 2 minutes là, que les États-Unis avaient mis 550 000 troupes au Moyen-Orient, je ne vous ai pas dit qu'ils les ont remportés, ils les ont laissés là-bas en fait. Donc ça fait que maintenant les États-Unis ont beaucoup de troupes au Moyen-Orient pour intervenir un peu n'importe où. À cette première guerre du Golfe succède l'invasion de l'Irak en 2003. Donc officiellement, les États-Unis vont en guerre contre l'Irak car elle développait une arme nucléaire. Il faut aussi ajouter à ce contexte les attentats de 2001 et la guerre au terrorisme que les États-Unis vont mettre en place. Ce qui n'est pas des motifs totalement faux en réalité, mais la principale raison en fait, c'est encore une fois le pétrole. Donc, et en fait, d'avoir le pétrole est aussi le but d'avoir un allié, de renverser le gouvernement irakien, chose qui n'avait pas du tout été faite dans la première guerre, pour se faire un allié pour la suite. Donc si la guerre contre l'Irak est gagnée par les États-Unis, le revers de la médaille est en fait assez salé pour les gens qui vivent en Irak. Après la chute de Saddam Hussein en 2003, le pays devient un protectorat états-unien. L'armée de l'Irak disparaît dans la nature, sachant qu'elle ne pouvait lutter contre les États-Unis de façon frontale.
elle réalise des attentats et délégitime les États-Unis de jour en jour. Cette armée irakienne, en fait, elle vient nourrir les rangs de Al-Qaïda et Daesh par la suite. En 2004, le protectorat états-unien prend fin et un gouvernement intérimaire prend la place des États-Unis. Cependant, ça n'arrête pas du tout les troubles qu'on voit dans le pays et c'est le début en fait, d'une guerre civile globalement. Je sais qu'Héloïse y reviendra après, donc je ne vais pas trop développer sur ce qui se passe après, mais elle y reviendra en fait. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet aux terroristes de s'installer en fait et de déstabiliser totalement la région de l'Irak, mais en fait par la suite de déstabiliser totalement le Moyen-Orient. Donc on voit bien que en fait, par ces opérations de guerre et de conquête, ça déstabilise les régions en fait, et c'est toujours les peuples qui vont en payer le prix fort. Enfin, je pense que si on veut comprendre l'impérialisme états-unien dans la région, il faut aussi comprendre la place de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Donc on ne va pas refaire un peu toute l'histoire de l'État d'Israël parce que ce serait un peu long. Cependant, il est important de noter que cet été, que dès qu'on a vu le 7 octobre, il faut bien penser que ça n'a pas commencé là, le conflit israélo-palestinien, ça commence bien avant. Donc après la Seconde Guerre mondiale et le génocide nazi, tous les États du monde se mettent d'accord pour créer ce qu'on appelle un foyer juif. À l'époque, c'est le nom qu'on donne au futur État d'Israël. Et donc on décide de placer ce foyer juif au niveau de la Palestine. Donc à l'époque, c'est la France et la Grande-Bretagne qui se mettent d'accord sur le territoire. Le 14 mai 1948, cet État juif, il proclame son indépendance. Et 11 minutes après, les États-Unis reconnaissent officiellement l'existence d'Israël. Donc vraiment, les États-Unis font vraiment partie prenante de l'expérience israélienne depuis le début. On reviendra ensuite sur ce qui se passe pour les Palestiniens, mais pour l'instant, on va se concentrer un peu sur les relations qu'entretiennent Israël et les États-Unis. Donc, en fait, pour comprendre les motivations de pourquoi cet État il est très vite soutenu par les États-Unis, il faut regarder une carte. Je vais vous reprojeter la carte. Voilà. Si on regarde bien, Israël, c'est vraiment ici, c'est vraiment au centre du Moyen-Orient. Donc en fait, c'est un moyen d'aller s'occuper un peu de tous les États un peu récalcitrants dans la région. Et en fait, les États-Unis comprennent assez rapidement ça, même si au début ils sont pas trop chauds pour soutenir trop Israël, ils comprennent assez rapidement qu'ils peuvent les aider. Par exemple, en 1956, Nasser, qui est un des dirigeants historiques de l'Égypte, on pourra peut-être un peu revenir après sur qui c'est ce bougre, mais en gros, il décide de nationaliser le canal de Suez pour un peu faire chier les Occidentaux. Je résume rapidement, mais en gros, voilà. Et donc, les États-Unis vont décider, la France et la Grande-Bretagne vont décider d'aller y faire la guerre, notamment avec le soutien de l'État d'Israël. Donc même si au final c'est quand même un peu un semi-échec pour les impérialistes, ça montre bien que l'État d'Israël peut être vraiment un État important dans la région pour aller s'occuper de pays un peu qui sont pas qui veulent pas trop se plier aux exigences impérialistes. Pareil, dans les années 1957-1958, le Moyen-Orient est véritablement en crise. C'est tel qu'en 1958, les États-Unis interviennent au Liban et donc ils interviennent avec l'aide de l'État d'Israël. Et par la suite, en fait, ça ne va être que ça va être que ça. C'est les États-Unis veulent intervenir dans la région, du coup, Israël les aide. À partir de 2001, la donne change un peu quand même dans la région, notamment après les attentats du World Trade Center. Les États-Unis se déclarent en guerre contre le terrorisme, comme on l'a dit avant. Et donc l'État d'Israël, il est un peu central dans tout ça. En effet, ils ont une expérience de la lutte contre le terrorisme, due au fait que sur leur territoire, en fait, ils sont constamment menacés parce que c'est un État colonial. Ils ont un service de renseignement assez développé et une armée de qualité. Et en fait, les États-Unis vont utiliser un peu tout ce savoir-là pour faire leur guerre au terrorisme. Et donc, en fait, il y a de nombreux liens entre la CIA et le Mossad. Enfin, Israël y jouit d'une position qui en fait aussi une excellente base logistique pour la conduite des opérations militaires dans les États voisins. Par exemple, sur les événements de 2003, l'État d'Israël est totalement partie prenante de l'invasion en Irak. Et donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est de la situation à Gaza ? Bon, je pense que ça ne vous aura pas échappé que 7 octobre, on a vu une reprise des tensions dans la région. Bon, ce serait dire que le conflit a commencé au 7 octobre, ce serait oublier bien vite que le conflit, en fait, ça fait 70 ans, même plus que ça dure. En effet, dès 1947, des conflits armés éclatent entre les armées de l'État arabe au Moyen-Orient et l'État juif. Si au début, Israël arrive difficilement à prendre possession des territoires, progressivement, les forces arabes elles perdent du terrain et Israël commence ses massacres dans toute la Palestine. C'est à cause de ces massacres que les Palestiniens sont contraints de fuir la zone de combat et entre décembre 1947 et septembre 1949, on estime que c'est 600 000 à 750 000 personnes qui sont contraintes de fuir. C'est ce qu'on appelle la Nakba. Et tout ceci sous l'œil complice des puissances occidentales qui ne veulent pas intervenir du tout. L'Angleterre étant en 1948 en train de démilitariser la région pour laisser la place au futur État d'Israël.
Par la suite, ce sont plus de 70 ans de massacres organisés par l'État d'Israël, ce qui nous amène aujourd'hui au génocide en cours en Palestine en fait, et c'est absolument pas fini, hein. On le voit tous les jours. Israël, il tente de chasser le plus de Palestiniens possible du territoire, parce qu'en fait, ils revendiquent, parce qu'ils le veulent prendre les territoires palestiniens, prendre le contrôle de ces territoires-là. Il faut bien penser aussi que sur ces territoires-là se trouve beaucoup de gaz naturel, ce qui permettrait de faire quand même pas mal de pognon pour Israël. Depuis le 7 octobre, les États-Unis n'ont quasiment pas condamné ce qui se passait à Gaza. Donald Trump allant même à avoir des propos totalement abjects en voulant faire la Riviera du Moyen-Orient. Bon, au-delà des propos qui sont totalement dégueulasses, qui sont vraiment en fait une apologie au crime contre l'humanité, hein, globalement, ceci nous montre que les États-Unis sont prêts à tout pour soutenir l'État d'Israël. L'absence de sanctions est aussi un exemple frappant de leur soutien à une politique génocidaire. Quand en 2011, Bachar el-Assad décide de massacrer son peuple, les États-Unis ne décident pas directement de proposer des sanctions économiques. Or, sur l'Israël, ils ne l'ont pas fait. Ça montre bien qu'ils n'ont aucun intérêt en fait à sanctionner Israël. Donc ainsi, on voit dans ce premier temps que le Moyen-Orient, c'est une région qui est ultra stratégique d'un point de vue des ressources naturelles. C'est une des raisons qui poussent les impérialistes, notamment les États-Unis, à essayer d'étendre leur influence dans la région, notamment en les menaçant grâce aux guerres du Golfe, ce qui a permis notamment au terrorisme de s'installer durablement dans la région. Cette installation dans la région, elle s'observe à travers aussi l'État d'Israël. Et en fait, le problème, c'est que c'est souvent les peuples qui en pâtissent de cet impérialisme. Ok. Non mais alors, voilà, le tableau que dresse Adrien là quand même sur... Il y a l'aspect les enjeux stratégiques dans la région, mais en fait c'est quand même plus complexe que ça aussi. Le Moyen-Orient, y compris, il n'y a pas juste une domination directe des États-Unis et puis un peu basta, quoi. Il y a quand même derrière tout ça, en fait les puissances au Moyen-Orient, en propre, quoi, les pays, elles se tirent la bourre entre elles quand même. Et elles sont en concurrence entre elles. Alors évidemment, jamais de manière déconnectée de l'impérialisme dominant, et y compris d'un camp ou d'un autre, c'est-à-dire aujourd'hui les États-Unis ou la Chine. Et en fait, par ailleurs, quand même, le début de remise en question de l'impérialisme dominant des États-Unis que nous, on connaît là, dans une phase qui est très récente, ça fait qu'il y a tout un tas de puissances dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en fait dans d'autres coins, qui se disent, en fait, c'est peut-être l'occasion de tirer mon épingle du jeu. Ça fait pas juste, en fait, ce qu'on voudrait expliquer avec le topo, c'est qu'il n'y a pas juste les États-Unis et la Chine dans ces rapports de force-là, mais qu'en fait, il y a plein de puissances qui sont en train de se dire comment j'accumule du capital, comment j'accumule des forces pour être en position. Le moment où ça va continuer tout ça de se dégrader, en gros, l'ordre un peu établi en termes de domination internationale des États-Unis, qui va créer tout un tas d'occasions, si je suis en bonne position, pour pouvoir saisir un petit peu la perche, d'avoir une meilleure place, de pouvoir dominer plus de coins, de pays, de peuples et évidemment les travailleurs, quoi. La Chine étant quand même un exemple, je pense, pour tout un tas de pays sous domination impérialiste, de comment finalement tu pourrais vraiment arriver à sortir ton épingle du jeu, quoi. Vous voyez, c'était pas garanti il y a 50 piges que la Chine elle en soit là où elle en est aujourd'hui. Et en fait, bon voilà, anecdote quand même, mais ce qui se passe en ce moment en France, en Europe, tout le discours de Macron sur l'Europe de la défense, etc. En fait, Macron, surtout ce qu'il a très envie, c'est absolument protéger évidemment aucun peuple dans le monde. Et il se dit, c'est l'occasion là, dans tout ce bordel, que la France, on devienne la première puissance européenne devant l'Allemagne et devant la Grande-Bretagne. C'est quand même ça, par exemple, quand je disais ça se passe dans d'autres coins du monde, y compris ici. Alors malgré ça, tu as quand même une question des impérialismes régionaux au Moyen-Orient, et en fait, tu as quelques pays qui ont une forme d'autonomie, quand même vis-à-vis ou des États-Unis ou de la Chine, et en fait, notamment deux, en réalité, l'Iran et la Turquie, sur lesquels je vais un petit peu développer. Ce que disait Adrien, tu as fait le retour là, sur notamment les guerres menées par les États-Unis au Moyen-Orient. Faut quand même avoir en tête que les États-Unis, ils se mangent des défaites en Afghanistan et en Irak en 2021 et en 2011, parce qu'ils sont obligés de dégager quand même à ce moment-là, en tout cas en Irak. En fait, quand les États-Unis arrivent en Irak en 2003, c'est les sunnites qui sont au pouvoir, qui sont des alliés des États-Unis. Et en fait, quand ils se retirent, c'est des milices chiites qui sont au pouvoir et qui sont en fait soutenues par l'Iran. Donc après, là, va y avoir une force d'opposition sunnite qui va être en fait Daesh, les djihadistes à ce moment-là,
face aux milices chiites. En gros, si vous voulez, face au pouvoir, un petit peu la domination iranienne en réalité, à ce moment-là, qui vont se faire totalement défoncer par l'armée irakienne soutenue par l'Iran. Et en fait, si vous voulez, cette défaite des États-Unis quand même, sur maintenir leur domination en Irak, maintenir 100% leur domination en Afghanistan, elle a fait que l'Iran a su tirer son épingle du jeu face aux États-Unis et où en fait pour autant c'est quand même dans le giron de l'impérialisme de la Chine et du bloc en fait autour de la Chine avec la Russie. On a notamment vu ça en Syrie. Parce qu'en fait c'était les principaux soutiens de Bachar el-Assad, c'était en fait l'Iran, la Russie, en fait derrière tout ça c'est la Chine. Et en fait aujourd'hui par exemple l'Irak fait partie de ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, comprendre quand même résistance face à l'impérialisme américain au profit de la Chine et de la Russie et des bourgeoisies nationales de ces pays-là, mais en gros qui regroupe l'Irak, qui regroupait la Syrie, le Hamas, le Hezbollah. Et en fait, là où l'Iran avait gagné du terrain, et avec l'Iran, en fait, en réalité, le bloc de la Chine, là, ils se sont pris un revers quand même phénoménal sur les derniers mois, depuis l'offensive de l'État d'Israël en Palestine, qui a affaibli aussi après énormément le Hamas, le Hezbollah, et aujourd'hui, la Syrie. En fait, l'Iran est en train de reculer dans la région. Vous voyez là où je veux en venir. Et cet affaiblissement de l'Iran, c'est un point d'appui là pour les États-Unis pour revenir en force dans la région. Et on a quand même vu le truc de ils reprennent la main, quoi. C'est-à-dire que c'est quand les États-Unis disent ça s'arrête, c'est là où ça s'arrête, malgré toutes les ripostes que tu peux avoir dans le monde, que ce soit par exemple en Palestine ou en Ukraine en fait. En réalité. Dans tout ça, l'Iran quand même a considérablement augmenté ses budgets militaires depuis quelques années. Là, c'est très récent. Pour vous donner une idée, en 2022, le budget militaire de l'Iran, c'est 7 milliards d'euros. Et en fait, l'année dernière, c'était 25 milliards d'euros. Donc là, ils ont en plus annoncé que pour 2025, ils allaient augmenter de 200% ce budget militaire, donc le triplé. Et c'est en fait plus de 5% du PIB, quoi. Qui vont foutre dans la militarisation. Et il y a notamment l'aspect, si vous voulez, et investir dans le budget militaire et en fait développer leur propre industrie militaire. Ça, c'est un phénomène qui est nouveau au Moyen-Orient, dans une logique de pas 100% dépendre des États-Unis, pas 100% dépendre de la Chine et d'avoir quand même un petit peu dans tout ça une forme d'autonomie pour eux. Et donc en fait l'Iran est en train de développer notamment, vous voyez, il y a au Moyen-Orient, alors la Turquie fait ça aussi, ils sont en train de développer la production de drones, et tu as notamment en fait des drones très connus de l'Iran qui sont là récemment en fait vendus à la Russie et en fait utilisés en Ukraine. Et donc en fait tu as des drones iraniens utilisés en Ukraine qui par exemple ont fait quelques prouesses et démonstrations en termes de civils et de morts quoi, derrière quand même tout ça. Et vous voyez en fait, autant les États-Unis, ils ont l'État d'Israël, autant en fait la Chine, elle a quand même bien envie d'avoir l'Iran dans la région pour défendre ses intérêts. C'est un petit peu ce truc-là qui se joue. Ouais, non, je squeeze un tout petit bout. Il y a notamment une actualité là, très brûlante sur ce sujet. Alors, je ne sais pas si... Okay, bon, moi, je vous dis, j'ai vu ça, là, des articles très récents en regardant pour la préparation de l'atelier. Mais en fait, là, en début de semaine, il y a eu, je crois que c'est la première fois que tu as des exercices militaires conjoints entre l'Iran, la Russie et la Chine. Il y a notamment, depuis 2018, il y a en fait un accord sur le nucléaire iranien qui était en gros... Dans la sauce de cet accord, tu as en fait les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine et la Russie, qui en fait depuis 2018 discutent de est-ce que en fait on permet à l'Iran de développer l'énergie nucléaire. Avec en gros cet accord-là, ça comprend tout un tas de restrictions, de contrôles sur de quelle manière l'Iran utiliserait le nucléaire et notamment d'éviter que ça devienne le fait qu'ils aient l'arme nucléaire. Trump avait totalement rompu avec ce truc-là. C'est 2018, la fin du mandat de Barack Obama. Il y a des négociations sur ça. Trump, il dit, c'est hors de question, en fait, on arrête. Et en fait, vendredi dernier, donc là, il y a 2 jours,
il y a eu une première réunion, enfin, c'est pas la première fois qu'ils se réunissent, mais en tout cas sur ce sujet, entre la Chine, la Russie et l'Iran pour exiger des États-Unis qui lèvent le blocage sur le nucléaire iranien et de permettre que l'Iran puisse en fait développer le nucléaire. Vous voyez, la Chine et la Russie, ils ont déjà en fait l'arme nucléaire et ils essaient de faire en sorte de gratter du terrain dans tout ce bordel-là pour accumuler des forces dans leur camp, quoi. Donc voilà. Sur la Turquie, en fait, la Turquie, elle est du côté bloc côté États-Unis. Notamment, elle a joué un rôle là sur la question de la chute de Bachar el-Assad, important en fait. Il y a quand même une petite nuance dans tout ça, c'est qu'en fait, tu as une grosse politique de la Turquie de critiquer de ouf l'État d'Israël, d'afficher un soutien au peuple palestinien. Tu as notamment eu récemment des grosses manifestations en Turquie, 300 000 personnes, je crois, la semaine dernière, en manifestation en solidarité avec le peuple palestinien, où évidemment que la bourgeoisie turque, en fait, elle instrumentalise ce truc-là, mais il y a quand même une préoccupation un peu systématique pour eux de se dire j'ai mes alliés principaux, mais je me laisse un peu des portes ouvertes aussi, vous voyez. En fait, c'est cette logique-là dans tout ça. Et donc, en fait, dans la myriade de forces anti-Bachar el-Assad, dans la guerre civile en Syrie, là, il y a une partie des forces qui ont pris le pouvoir. On voit ça avec Al-Shara, qui est en fait, vous savez, l'ancien djihadiste, qui en fait est juste un djihadiste en costume, là, qui a été président intérimaire, enfin, qui est président, là, en Syrie. Lui, il n'est pas totalement d'accord avec la Turquie. Par contre, l'armée nationale syrienne, c'est une émanation pure et simple de la Turquie. Elle est financée par la Turquie, c'est la Turquie qui en fait dirige tout ça. Tu as des mercenaires turcs qui combattent dans l'armée syrienne, et notamment un des premiers trucs qu'ils ont fait quand ils ont dégagé Bachar el-Assad, ça a été de mener une offensive sur les Kurdes en fait en Syrie. Peut-être si tu peux montrer la carte là du Kurdistan pour un peu situer où c'est. Et notamment, il y a eu en fait un accord entre le dirigeant du PKK, donc parti pour l'indépendance kurde en Turquie, le principal dirigeant qui est emprisonné depuis 1999, qui a toujours défendu la lutte armée pour l'indépendance du Kurdistan, etc. Dans le monde. Il a fait une annonce là il y a quelques jours, je ne sais pas combien ils ont payé le mec et ce qui s'est passé derrière tout ça, mais il a fait une annonce dans laquelle il a dit, après la chute de Bachar el-Assad, il a dit il faut arrêter la lutte armée, c'est fini, il faut totalement rompre avec ça. Et donc en fait, si vous voulez, comme l'Iran recule en Syrie, la Turquie elle essaie de jouer ses cartes. C'est ça qui est un peu en train de se passer, dans un contexte où tu as émergence de nouvelles industries militaires, et notamment ce que je vous disais sur la Turquie, qui, elle, en fait, vend des drones, notamment là à l'Ukraine, et c'est un peu le même délire. Tu as eu notamment là des défaites militaires importantes de la Russie grâce à des drones, en fait, turcs, quoi. Donc voilà. Cela dit, de son côté, l'État d'Israël, sans répéter tous les trucs qu'a dit Adrien, je trouve un élément qui est important que moi j'ai découvert en faisant le topo. L'État d'Israël, voilà, c'est État militaire, quoi, presque. Ils ont doublé leur budget militaire en 10 ans. Maintenant, c'est 30 milliards d'euros, c'est 5,3% du PIB. Tout le monde sait que c'est à la botte des États-Unis. Je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Adrien. Un truc important, cependant. Depuis, en fait, le 7 octobre 2023, il y a eu... en fait, l'Inde, qui, vous savez, dans le BRICS, donc en gros l'alliance Chine, Russie, etc., qui a toujours soutenu le peuple palestinien, l'Inde, tu as eu un revirement total. Et en fait, l'Inde, qui est un des principaux alliés de la Chine, est en train, en fait, là, aujourd'hui, de se faire totalement copain-copain avec l'État d'Israël. Toc, toc, toc. L'Inde, c'est le premier acheteur armes de l'État d'Israël. Et en fait, de l'autre, l'Inde a aussi besoin de l'expertise sécuritaire israélienne pour sa propre technologie de défense. Ils ont en fait un espèce de partenariat militaire dans ce sens-là, où en fait l'État d'Israël aide l'Inde à maintenir un équilibre par rapport au Pakistan, où ils sont en conflit total, sans développer sur tout ce qui se passe dans cette partie de l'Asie du Sud du tout. Mais voilà, toc. Le Pakistan, par exemple, alors qu'il y a ce bordel-là avec l'Inde, le Pakistan, 80% de ses armes, en fait, il l'achète à la Chine, vous voyez.
Bon. Un truc important, c'est notamment, évidemment, que quand... tout le monde sait aussi qu'il y a une grosse partie de la classe ouvrière palestinienne qui allait bosser, en fait, dans l'État d'Israël et qui, tous les jours, traversaient la frontière. Ces travailleurs, en fait, ils ont été tués, massacrés. Aujourd'hui, pour ceux qui sont toujours vivants, évidemment, qui ne traversent plus la frontière pour aller travailler en Israël, c'est à peu près 160 000 travailleurs par jour qui faisaient ce trajet-là. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, la logique, là, c'est de dire que en fait, c'est des travailleurs indiens qui vont émigrer là, en Israël. Et si tu regardes la presse, depuis 2 semaines, tu as tout un tas d'articles qui t'expliquent que tu as des travailleurs indiens qui risquent leur vie pour aller trouver du boulot en Israël, que là, ils attendent 43 000 travailleurs indiens dans l'État d'Israël. Et donc, en fait, il y a quand même un petit revers. Voilà, l'Inde, c'est un peu de cette manière-là qu'elle file un coup de main à l'État d'Israël. Et en fait, sur les recherches militaires, etc., quand même, les 2 pays, ils collaborent ensemble sur des programmes satellitaires, sans développer forcément de ouf sur ça, sur l'État d'Israël fournit à l'Inde des pièces pour le maintien en condition opérationnelle des flottes d'avions de combat, sur tout ce qui est trucs militaires, aériens, etc. Ils achètent des missiles. L'Israël achète en fait des missiles navals à l'Inde. Donc tu as quand même aussi ce truc-là. Et en fait, tu as notamment une usine israélienne qui est en train d'ouvrir en Inde pour produire des nouvelles armes à feu. Donc voilà. Et dans tout ça, en fait, tu as un transfert de technologie entre les 2 pays qui sont en train de faire de nouveaux programmes d'armement et un peu cette logique-là de tous ces pays qui cherchent à développer leur propre production d'armes pour éviter le moins possible de dépendre en réalité de d'autres puissances. C'est vrai que ça paraît un peu contre nature, quoi, quand même, comme alliance, quand tu vois un petit peu la manière dont le monde est régi. Et en fait, c'est à la fois un moyen pour l'Inde de se laisser une porte ouverte à une alliance avec les États-Unis, quand on sait en plus que la Chine, elle a ce partenariat militaire avec le Pakistan, mais sans rompre avec la Chine quand même. Et puis pour l'État d'Israël, l'État d'Israël, c'est évidemment une extension des États-Unis en réalité, mais quand même, il cherche à avoir ses propres alliés, quoi. Et il se pose un petit peu la question de comment ils ne sont pas 100% juste dépendants des États-Unis. Et puis, c'est aussi une petite manœuvre des États-Unis quand même derrière pour essayer de déstabiliser le bloc qu'il y aurait autour de la Chine et de se faire lui-même un petit peu des nouveaux potes. C'est notamment toute la logique de Trump avec la Russie en ce moment. C'est comment ils essaient un petit peu de chercher à isoler la Chine. Donc, en gros, si vous voulez, la logique, c'était un peu de se dire quand même, ces puissances de rang intermédiaire, en fait, c'est aussi des acteurs clés dans la concurrence impérialiste qu'il y a au niveau régional. C'est un petit peu ça le truc qui est important à comprendre là-dessus. Non, mais... Non, non, vas-y. Bon, d'accord, très bien. Tiens. Non, mais... Tiens. Merde. Si. Donc voilà, donc face aux désastres qui sont causés un peu par l'impérialisme, la guerre, la famine, les génocides, les opprimés n'ont d'autre choix que de se révolter et de faire la révolution. Le Moyen-Orient, il connaît des vagues révolutionnaires depuis en fait assez longtemps, rien que dans son histoire assez récente, de nombreuses fois certains pays se sont embrasés, par exemple l'Égypte en 77, la Tunisie en 84, le Maroc en 85, l'Algérie en 88, la Syrie en 2000, le Liban en 2005, une nouvelle fois l'Égypte en 2006 et pareil pour la Tunisie en 2008. Bon, le but c'est pas de retenir tous ces soulèvements, mais c'est de comprendre en fait qu'il y a pas mal de choses en fait et que dès que les printemps arabes arrivent en 2011, ça arrive pas comme ça sans réel contexte. C'est-à-dire que depuis longtemps les gens depuis longtemps en fait les gens sont exploités, opprimés et ils se disent bon bah là faut changer les choses. Donc en fait ce qu'on appelle les printemps arabes, et on devrait en fait plus les appeler des révolutions arabes, c'est les médias qui appellent ça les printemps arabes pour dépolitiser le truc, alors qu'en fait c'est vraiment des révolutions, à l'origine la volonté. C'est un vaste mouvement de révolte qui se déroule sur l'année 2011 au Moyen-Orient et au Maghreb. Donc en réalité c'est 3 pays qui changent de régime. Et pour le reste en fait c'est d'autres pays qui virent totalement dans le chaos et la guerre civile. Donc tout commence en décembre 2010 avec un jeune marchand du nom de Mohamed Bouazizi qui s'immole en Tunisie.
Suite à cela, le pays s'embrase. Cela force le dictateur Ben Ali à quitter le pouvoir le 14 janvier 2011. Cette révolte en Tunisie, elle provoque un raz-de-marée dans tout le continent. C'est l'Égypte ensuite qui s'est soulevée. En à peine 18 jours, le dictateur Moubarak il démissionne. On va laisser de côté un peu la Libye parce que c'est un cas quand même un peu à part. Et en fait, on va se concentrer un petit peu sur le cas de l'Égypte, qui est un cas tout à fait intéressant pour comprendre comment en fait on arrive d'un mouvement de révolte qui est plutôt progressiste en fait, et pour des gens qui veulent de meilleures conditions de vie en réalité, à un truc totalement réactionnaire. Donc voilà. Les manifestations, elles éclatent au début du mois de janvier 2011, le 25 janvier pour être précis, par un appel sur Internet. Des affrontements ont lieu avec la maréchaussée qui font à peu près 300 morts, donc on a quand même une répression qui est assez violente, mais le mouvement il faiblit pas du tout. La mobilisation, elle gagne peu à peu la classe ouvrière égyptienne, et des grèves éclatent dans le pays, ce qui fait que le 9 février, la mobilisation elle regroupe un peu plus de 300 000 travailleurs quand même, avec des grèves un peu partout dans le pays. Le 11 février, Moubarak, donc le dictateur égyptien, il démissionne. Ça laisse la place au temps de la transition démocratique. Pour organiser cette transition, l'armée, alors, elle se charge du pays en s'appuyant notamment sur les frères musulmans. Dès qu'on parle de transition démographique, en fait, il n'y a rien qui transitionne. Globalement, ce sont les mêmes organes répressifs qui sont là, c'est les mêmes gens qui sont au pouvoir, on change juste d'avatar et de gouvernement, mais il n'y a rien qui change dans le pays en réalité. Donc les frères musulmans, c'est une organisation islamiste qui existe depuis 1928. Ils ont une certaine influence dans le pays. C'est dans les quartiers populaires qu'ils font le plus de voix, notamment en fait parce qu'ils organisent la vie là-bas, là où l'État les a totalement abandonnés. Cependant, c'est pas non plus des camarades. C'est pas parce qu'ils organisent la vie que forcément c'est des gens bien. C'est un mouvement islamiste ultra réactionnaire qui veut notamment, entre autres, appliquer la charia. Donc pas très émancipateur comme projet. Au début des mouvements de 2011, on les voit pas tellement dans les cortèges. C'est qu'au bout de quelques jours qu'ils se mettent à intervenir. Pendant cette transition démocratique, la transition elle n'est que de façade parce que tout ce qui est en place sous Moubarak, il reste en place, notamment les moyens de répression. Donc Tantoui, un autre gars, il prend la suite par intérim de Moubarak, mais les manifestations en fait elles reprennent avec maintenant le slogan c'est plus Moubarak dégage mais Tantoui dégage. Donc une lutte s'engage en fait entre l'armée et les frères musulmans, une lutte législative, une lutte qui est gagnée en fait par les frères musulmans en novembre 2011 et en février 2012. Donc ils font 37% des voix dans le pays. Un autre groupe islamiste obtient quant à eux 28% des voix dans le pays, ce qui fait qu'en fait plus de 60% du pays est contrôlé par les islamistes radicaux. Lors des élections présidentielles de 2012, c'est Mohamed Morsi, donc le candidat des frères musulmans, qui arrive en tête. Ainsi, les frères musulmans sont totalement au règne du pouvoir. Il nomme un ministre de la Défense nommé Al-Sisi, dont on va reparler en fait pas très très longtemps. Les frères musulmans arrivés au pouvoir, ils font tout pour garder et instaurer un État fort, pour éviter en fait que ça recommence, les révolutions recommencent en fait, et qu'eux aussi se fassent dégager par la pression populaire. Donc ils font tout. Ce dont les travailleurs et travailleuses ils se rendent bien vite compte, c'est que les noms changent, mais pas la nature en fait du régime. Pas grand-chose avait changé pour les masses laborieuses à l'arrivée des frères musulmans au pouvoir. Ainsi, en novembre 2012, on a un front de salut national qui se crée contre les islamistes. Mais là encore, c'est un leurre en fait pour les travailleurs et travailleuses du pays. Ce front ne représente absolument pas leurs intérêts. Mais bien beaucoup plus les intérêts de la bourgeoisie. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, on pourra le faire un peu plus durant la discussion, mais en gros, ce qui s'y passe, c'est que le Front de Libération de Salut National, en fait, ils vont tout faire pour discréditer le gouvernement des frères musulmans. Ce qui fait qu'à un moment, en fait, Al-Sisi, qui est à la direction de l'armée et de la police, il dit que le frère musulman n'arrive plus à tenir le pays, il faudrait peut-être que l'armée reprenne le contrôle. Tous les politiciens ils disent ouais, c'est très bien Al-Sisi, il faudrait qu'on fasse ça. Et en réalité, c'est du coup Al-Sisi qui prend le pouvoir. Et en fait, donc il prend le pouvoir le 3 juillet 2013, suite à de grandes manifestations en fait, et c'est lui qui contrôle le pays depuis. En fait, globalement, en fait, la situation n'a pas changé entre 2011 et aujourd'hui. C'est toujours les bourgeois qui dominent, les opprimés sont toujours autant opprimés. Donc en fait, la révolution en Égypte, elle montre bien comment une révolution meurt en fait, notamment en fait en étant drivée totalement par la bourgeoisie réactionnaire. Ce qui peut faire écho avec un peu quand même la situation en Palestine, où c'est un peu la critique qu'on fait sur le Hamas. Mais je vais pas forcément m'étendre, je pense qu'on pourra un peu le faire durant la discussion pour le coup. Et pour aller un peu vers les conclusions du topo, avant d'ouvrir la discussion, je trouve, ce qu'on disait, c'est que
en fait, dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a quand même une composante là dont Adrien a un petit peu parlé, mais qui est en fait centrale, c'est la question de la classe ouvrière, en fait, qui existe au Moyen-Orient et qui est une classe ouvrière particulièrement combative en réalité, et notamment en fait les deux peuples sans État réellement, donc le peuple kurde et le peuple palestinien au Moyen-Orient jouent un rôle en fait extrêmement important dans les ripostes, les luttes, les mouvements, les révolutions qu'il y a pu avoir. Et en fait, c'est des peuples qui sont notamment majoritairement composés d'une classe ouvrière qui est massive et qui est vraiment combative. Et en fait, c'est une des classes ouvrières les plus explosives du monde parce que si vous voulez, tu as un petit peu tout qui est entrelié, c'est-à-dire la question nationale, la question féministe. Tout ça, en fait, est profondément en lien avec la question de la classe ouvrière. Pour donner quand même un petit peu quelques exemples, il y a eu une grève en fait en 2015 en Turquie, en fait au Kurdistan turc. Peut-être là, ça vaut le coup si tu peux mettre la carte du Kurdistan. Qui a été en fait une grève importante, c'est-à-dire que c'était dans l'automobile, dans la ville de Bursa, qui est en fait un bastion industriel de l'automobile en Turquie. C'est vraiment the place to be pour ça, c'est ultra industrialisé. Et en fait, tu as une grève qui part dans une boîte et qui s'étend, qui fait tache d'huile. Tu as très vite 15 000 grévistes sur la question des salaires, sur la question de pouvoir choisir son syndicat aussi, qui par ailleurs est une grève en fait, qui va être victorieuse. Et en fait, la grève, elle va tellement être importante que... en fait, ça a failli foutre à l'arrêt des usines en France en fait, d'automobiles, de Fiat, de Renault. Ça a été un truc important pour montrer peut-être un petit peu. Alors, il y a l'éco-politique, mais il y a aussi un peu des trucs concrets, matériels de grève importantes que peut y avoir et comment ça peut entraîner peut-être un petit peu aussi le reste du monde, parce que vous voyez Mahsa Amini qui a été assassinée en 2022 en Iran. Mahsa Amini, en fait, elle était kurde. Et en fait, ça a pété au tout début au niveau du Kurdistan en Iran, en fait. C'est là où tu as commencé à avoir les manifs. C'est là, Femmes Vie Liberté, d'où ça vient. Et en fait, tu as eu un mouvement international sur cette question-là après. Cette onde de choc international, elle est importante. C'est là où je dis, en fait, on ne peut pas détacher la question nationale féministe de la question de la classe ouvrière, mais y compris dans le monde. Par exemple, le peuple palestinien, il faut quand même comprendre que l'entreprise génocidaire de l'État d'Israël, c'est évidemment pour tout ce qu'on a dit sur les questions de ressources, sur les questions enjeux stratégiques, les questions de domination, mais c'est aussi vouloir exterminer une des populations, des classes ouvrières les plus combatives du monde quand même. C'est ça derrière qu'il y a comme logique, réellement, consciente, de la part de l'État d'Israël. Pour donner juste quelques exemples. En fait, c'est une avant-garde dans la région au Moyen-Orient, le peuple palestinien. Au Liban, notamment, dans les années 80, va y avoir des mouvements qui vont mener à la guerre civile, en fait, libanaise, parce qu'ils vont tellement avoir du mal à réprimer le mouvement et les mobilisations qu'il y a, que ça va entraîner en fait une guerre, une guerre de classe, où en fait tu as, vous voyez la Nakba, le nombre de Palestiniens qui sont en fait un peuple d'expatriés en fait en majorité, ça fait aussi que c'est un peuple d'expatriés de travailleurs, et qu'en fait notamment au Liban dans les années 80, en 82, tu as en fait des grèves générales, tu as un mouvement social qui se déclenche sur des questions en fait de conditions de travail, évidemment de l'impérialisme, évidemment tout ça est intrinsèquement lié, si vous voulez. La domination impérialiste, les violences, les massacres, tout ce que subit le peuple palestinien, mais y compris ses conditions de travail au Liban. Et en fait, tu as l'avant-garde palestinienne qui part en grève et qui entraîne la population libanaise derrière. Et tu as en fait plusieurs grèves générales dans les années 80 qui vont avoir tellement de mal à mater qu'en fait, c'est l'intervention de l'armée israélienne qui derrière, finalement, va finir par avoir un petit peu... par mater tout ça, mais en fait c'est un mouvement qui est massif pendant plusieurs années. Ils n'arrivent pas, ils envoient les milices chrétiennes d'extrême droite défoncer tout le monde, c'est des centaines de milliers de personnes dont on parle, et en fait ils n'arrivent pas à mater la contestation. Et donc c'est pour ça qu'après tu as l'intervention notamment de l'État d'Israël. La première intifada en 87, 93,
En fait, on voit évidemment toutes les images du peuple palestinien, des pierres qui sont lancées, de ce que ça représente politiquement, symboliquement, et en termes de refus quoi, de la colonisation, de l'impérialisme. Mais en fait, ça a été énormément de grèves à cette époque-là, y compris, et qui ont traversé la frontière palestinienne. Tu as eu après aussi des grèves au Liban à ce moment-là, et l'effet unificateur du peuple palestinien au-delà des frontières de la Palestine joue un rôle important dans la lutte des classes au niveau mondial, en fait, en réalité. Évidemment, avec quelque chose de plus pressant là où tu as pour de vrai des Palestiniens, et c'est vrai que tu n'as pas eu de grève en France, vraiment, de mouvement de grève sur la question du peuple palestinien. Mais enfin, vous voyez, le moment où la lutte anticolonialiste, elle a été la plus dangereuse, c'est quand elle a pris en fait cette forme-là. Des armes de la classe ouvrière, de cette solidarité de classe, au-delà des frontières. Donc voilà, notamment en 2021, si on prend des exemples plus récents, tu as des grèves de masse en Palestine qui en fait ont un effet de regroupement sur notamment les Palestiniens qui vivent dans l'État d'Israël, qui se mettent en grève aussi à ce moment-là. Et en fait, l'intervention de notre classe sur place, là-bas, mais en fait aussi ici et partout dans le monde, c'est ça notre solution, quoi. Face à tout ce qui se passe et à tout le tableau quand même franchement horrible de marche à la guerre, de pire en pire, de destruction des peuples, de massacres qu'on a quand même décrit auparavant pour les intérêts d'une ou d'une autre puissance, quoi. Et ce qui permet de sortir de cette situation où ceux qui occupent le terrain, en fait, ce sont les classes dirigeantes qui font se battre les peuples entre eux, et c'est l'intervention de notre classe. Et en fait, le capitalisme, si vous voulez, c'est pas que deux dimensions, c'est-à-dire c'est pas juste d'un côté les travailleurs et d'un côté le patronat, mais en fait, ça fonctionne un petit peu comme un organisme. C'est-à-dire que ce qui apparaît comme un affrontement complexe entre grandes puissances, moins grandes puissances, un petit peu ce qu'on disait au début, en fait, l'affrontement entre les classes, il peut être matrixé par ce truc-là. Qui à première vue donne l'impression de rien avoir avec la lutte des classes. C'est genre l'Iran et la Chine, et puis les États-Unis, et puis Israël, etc. Où les rapports de force entre les puissances ont un effet direct sur la lutte des classes. Si vous voulez, c'est un peu comme se dire, si tu prends l'exemple d'un organisme, en fait, une maladie de peau, un truc qui te paraît être en surface, ça peut en fait devenir très grave et carrément tuer quelqu'un, quoi. C'est un petit peu cette logique-là aussi. Vous voyez les mobilisations internationales qu'il y a eu de solidarité avec le peuple palestinien, même si l'affrontement entre les classes, il n'a pas totalement tourné autour de ça, ça a eu un effet extrêmement important. Ça a été quelque chose de marquant, quoi, pour notre classe, des générations de jeunes qui font des expériences politiques, militantes, qui se politisent, mais en fait de bien des moins jeunes aussi en réalité. Et en fait, le moment où tous les travailleurs, ils peuvent même le plus facilement se battre ensemble, c'est quand en fait il y a des guerres en réalité. C'est quand en fait il y a un petit peu ces trucs-là. Enfin, on peut même se dire, je ne sais pas, est-ce que la révolution russe, elle aurait existé s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, quoi, vous voyez, dans cette logique-là. Mais bon, le mouvement, par exemple, contre la guerre en Irak, ça a été un des moments où tu as eu le plus de manifs simultanés partout dans le monde d'opposition à l'impérialisme. Alors après, ça n'a pas empêché l'invasion de l'Irak. Tu as même, je pense, des générations qui ont dû se dire, mais bon, peut-être à quoi bon se battre. Mais par exemple, à contrario, le mouvement contre la guerre au Vietnam, en fait, il a été ça a généré une contestation de masse partout dans le monde. Donc en fait, la question principale aujourd'hui sur ces trucs-là, c'est en réalité, c'est en effet la concurrence entre la Chine et les États-Unis. Mais en fait, il faut, si vous voulez, notre classe, elle ne peut pas juste être influencée par ces trucs-là. Il faut qu'il y ait une intervention autre là-dedans, parce que sinon, tu laisses le terrain juste à nos ennemis sur la question de militarisation, les guerres, etc., etc. Et je trouve la conséquence d'une politique directe que ça veut dire pour nous, voilà, par exemple en France, là, l'État français est en train de s'appuyer sur cette situation internationale pour nous mener vers la guerre. Et en fait, on doit s'opposer à la guerre. Ça paraît un peu le béaba de le dire comme ça, mais je le dis aussi, qui n'est pas juste dans une logique de dire une propagande, des articles, ce qu'on raconte. Mais en fait, s'opposer au militarisme, c'est au cœur de la lutte des classes en réalité. Et ça veut dire s'y opposer, y compris, alors évidemment, les articles, la propagande, etc., ça c'est bien sûr, mais y compris avec les armes de la classe ouvrière, les manifestations, les grèves, c'est un truc qui est central. Là, ce que disaient les camarades hier au débat du plénier, c'est qu'en fait, nos camarades du RSO
en Allemagne, la semaine prochaine vont être votés les crédits de guerre, ils organisent une manifestation en fait à ce moment-là. Et je pense qu'ils ont raison, c'est un exemple qui est important pour nous à retenir, s'opposer activement à la guerre et à la militarisation, parce que ça a un effet de politisation en fait dans le bon sens quoi, pour notre classe. Et comprendre que le terrain principal de ça, c'est le terrain de la lutte des classes et des bagarres. Et que ça va se poser entre se laisser être entraîné ou s'y opposer, quoi. C'est ça un petit peu le truc. Et la question, peut-être juste pour conclure, le topo pour de vrai, mais d'une internationale, je pense qu'en fait, c'est central là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a, pour nous, on ne met pas en contradiction. Enfin, il n'y a pas d'un côté le parti national que tu construis, et d'un autre côté, l'international que tu construis, et ta section nationale, c'est en fait une section de ton international, et ça se construit de manière combinée. C'est-à-dire que, par exemple, le plénier cet après-midi, c'est un plénier internationaliste avec tes camarades avec qui on a des liens dans tout un tas de pays. C'est pas juste pour faire beau et dire... la révolution, il faut qu'elle soit internationale parce que le capitalisme, il est international. Pour nous, ça veut dire la construction active qui est difficile, mais qui est impérieuse, vraiment, et qui est une urgence, même peut-être un petit peu, de liens internationaux et d'une organisation internationale. C'est un peu de cette manière-là qu'on le pense parce que, surtout ce que je disais, s'opposer à la guerre, en fait, qui d'autre va défendre ça que les révolutionnaires ? Qui d'autre ? Quand on voit les politiques de la gauche institutionnelle, quand on voit les politiques des directions syndicales, même si on prenait en France aujourd'hui, personne d'autre. C'est toute l'impasse, y compris notamment des nationalismes arabes, etc., etc. Et en fait, c'est un peu nous, notre tâche, nos préoccupations qu'on doit avoir. Et notamment, j'en profite peut-être pour faire la pub du camp d'été qu'on a, le camp internationaliste de cet été qu'on organise avec alors les camarades du NPA révolutionnaire, mais en fait les camarades en Allemagne, États-Unis, Grecs et État espagnol. Le camp, il sera dans l'État espagnol, où en fait c'est une expérience, je pense, précieuse, réellement, à faire quand tu es militant internationaliste, que tu es convaincu de la révolution, que tu es sympathisant beaucoup de ces idées-là, pour comprendre ce que ça veut dire la construction d'une internationale, c'est-à-dire des interventions en réalité conjointes qui vont dans le même sens, des bilans communs qui sont tirés, et ces expériences communes-là, en réalité, elles sont centrales pour avancer dans le chaos que promet le capitalisme et en sortir une perspective pour notre classe, la classe ouvrière, et pour renverser cette société. Voilà.